Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai discuté avec la chanteuse Santa à l'occasion de la sortie de son premier EP 999. Vous connaissez probablement Santa puisqu'en réalité, elle est la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen, dont les débuts remontent à une bonne dizaine d'années maintenant. Avec cet EP porté par la chanson Popcorn Salé, Santa dévoile 5 titres écrits en français dans un savant mélange qu'elle aime appeler la néo-variété et des textes qui, de toute évidence, résonnent entre une véritable intimité et un aspect universel qu'on ne peut ignorer lorsqu'on les écoute. Et avec Santa, on a parlé ensemble de cette volonté de mener un projet en solo en parallèle du groupe, de l'effet du français sur sa voix par rapport à l'anglais, ou encore des influences qui éclairent l'écoute de ce disque. Bonne écoute! Bonjour Santa. Salut. Il faut d'abord rassurer tous les fans d'Hyphen Hyphen. Non. Le groupe ne se sépare pas. Il y a même un album qui est en préparation dans les mois à venir. Tu as juste décidé de te lancer seul en parallèle. Mais pour quelle raison ? C'est la question la plus large du monde. Mais elle s'impose un petit peu. Pour quelle raison est-ce qu'on te retrouve toute seule ? C'est très compliqué comme première question. Parce que si je l'ai donnée, je me sentirais beaucoup trop impudique. Alors, je vais donner la question beaucoup plus politico-sensible, n'est-ce pas ? Les chansons sont arrivées à moi dans une forme d'urgence que je n'ai pas su analyser. Je n'avais pas la distance des drames et la distance du temps et la distance des émotions nécessaires à répondre à cette question. Maintenant, je l'ai, mais je ne répondrai toujours pas. Ok. Et c'est ton droit le plus strict. Absolument. Mais elles sont venues comme ça et je les ai cueillies. Et au début, c'était juste une forme d'expression dans le sens... une forme d'expression parce que plus rien ne s'exprimait en moi. Et quand elles sont arrivées, c'était comme une manière pour moi de transformer mes grandes peines en un feu de joie. Et... au moment où elles étaient là pour moi et il était hors de question que je les sorte. Et c'est Adam et Line, respectivement le guitariste et la bassiste du groupe Hyphen Hyphen, qui m'ont dit il faut que ça sorte, il faut absolument que ça sorte. Si tu le sors pas, on le sort nous. Oui, c'est-à-dire on le fait leaker sur internet, il faut que ça sorte. C'est ton projet, c'est trop, ça nous fait du bien, alors on imagine que ça fera du bien à d'autres. Ok, ce qui est une très bonne raison. Voilà. Donc j'ai dit non, bien sûr. Bien sûr. Et je t'évite les péripéties. Et je suis là à répondre à cette interview. Ouais, et finalement on est là aujourd'hui. C'est ça. Alors, on vient d'en parler un petit peu, mais Hyphen Hyphen c'est toujours en vie. Et je dois dire qu'entre Hyphen Hyphen et Santa, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Oui. Est-ce que tu t'es dit qu'il fallait absolument pouvoir différencier les deux ? Ou alors, Santa, c'est peut-être, je sais pas, une partie de toi que tu aimes, peut-être même que tu aimerais faire plus ? Est-ce que c'est peut-être aussi une manière d'apprendre à te connaître, à mieux saisir les contours de l'artiste que tu es hors d'un groupe ? Alors, il y a de ça. Il y a beaucoup de sous-questions dans cette question. Ouais, alors... il y en a beaucoup, parce que je viens d'en fusionner deux en même temps. Oui, c'est ça. Donc forcément, on se perd tous. J'aime bien les fusions, c'est bien. Les fusions, un mot aussi. Alors, oui, vraiment, ce projet est né dans la stricte intimité de ma chambre la nuit. Et elles m'ont permis aussi de prendre une distance sur les émotions, mais je pense que c'est le cas dans l'écriture. De manière, c'est une chance qu'on a quand on écrit de pouvoir prendre une distance sur ce qu'on a en soi. Et ensuite, l'incarnation est venue dans un second temps, parce que oui, ce projet devait se différencier dans le sens où il est très personnel, voire impudique, et que c'était mes propre faille et pas celle du groupe. Dans le sens où, du coup, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Le moment de l'incarnation, le oui, il a été compliqué parce que ces chansons existaient pour moi et pour me définir moi-même et à moi-même. Ouais, et le fait de faire le pas même de la production, parce que c'était des pianos-voix, dans la nuit, vraiment, j'ai composé ça dans la nuit, seule. Le jour, j'étais avec HH en studio et la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, j'écrivais ces chansons. Et bien sûr, je récupérais toutes mes notes de carnet j'avais l'air d'une folle, hein, franchement, à ce moment.
à ce moment-là. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra, quoi. Okay. Tu aimes les premières fois, cette sensation de, en l'occurrence, par exemple, de tout avoir à reconquérir, de... J'adore ça parce qu'il y a une forme très naïve en moi et qui y croit encore, de naïveté des premiers émois et du renouveau. Et j'essaie de cultiver cette naïveté. Et est-ce que ça n'est pas pour cette raison que tu as gardé ton pseudo Santa ? Pourquoi tu as gardé ton pseudo alors que tu t'appelles Samantha Cotta de mémoire ? Oui, mais personne ne m'appelle Samantha. Même dans la vie. Depuis toute petite, on m'appelle Santa. Dans la vie. Même dans la vie intime. Dans la vie. Non, dans toutes les vies, on m'appelle Santa. Ok. Donc ça se pose presque pas comme question en fait. Non, c'est-à-dire que c'était même presque plus simple pour moi de m'appeler Santa. Samantha aurait été un pseudonyme. Ok. C'est la première fois que tu chantes en français ? Oui. Ça répondait à quelle envie, quelle démarche ? Vraiment, j'ai pas eu tous ces questionnements. Je pense que avec le recul, c'est ma langue de parler tous les jours. Je dirais pas maternelle parce que ma mère était américaine, mais elle me parlait quand même en français. Je dirais que c'était la langue la plus directe pour moi des émotions et que le français a quelque chose pour moi qui est plus... je peux m'amuser plus avec les sonorités des mots. Ah oui ? Dans le sens, l'anglais, c'est de l'eau, il y a une forme de fluidité qui va très bien à la pop et aux émotions directes et à la manière très directe d'exprimer ses sentiments et ses émotions. Le français, pour moi, est plus alambiqué et presque... je peux m'amuser... Oui, il y a beaucoup de jeux de mots, par exemple, dans mon écriture, et j'aime bien m'amuser avec les mots. Il n'y a pas ce truc de se dire... mine de rien, en anglais, bon, on parle plus ou moins tous anglais à peu près, mais on comprend pas directement les paroles. Il n'y avait pas ce truc de se dire, je parle en français, j'ai très envie que les gens, d'attaquer frontalement les gens avec ce que je leur dis. Alors qu'en anglais, tu l'aurais dit en anglais, on aurait compris, quoi. C'est très étrange parce qu'en anglais, mon but dans l'écriture est d'être le plus universel possible. Oui, voilà. Et de conquérir le monde avec le groupe. C'est notre rêve de lycée ça l'est depuis... ça fait 10 ans, on a commencé le groupe, on avait 17 ans et on s'est dit, il faut... toute la musique qu'on écoutait était américaine ou anglo-saxonne. Et le but, c'était de conquérir le monde. Et en français, le but, c'est de reconquérir mon monde. C'est de reprendre possession de moi-même, de mes émotions. Et le français, c'est effectivement une forme de non-filtre des mes émotions et de tous mes tourments. Ça change ta voix aussi, le français ? Énormément. Si bien qu'il y a des gens qui ne connaissent pas un groupe, qui connaissent pas le groupe, mais qui aiment ce projet en français, et inversement. Ça change beaucoup parce que la tessiture est un peu plus... Et les mots claquent différemment dans la bouche, la langue se positionne différemment, et même ce que je raconte est différent. Je pense que je laisse beaucoup plus de failles en moi, ce qui fait que ma voix parfois est sur un fil, ce que je ne laisse pas faire forcément dans un stade. Par exemple. C'est au Super Bowl, quoi. Voilà. Est-ce que... alors, tu as un petit peu parlé de l'écriture, de ce projet qui est très solitaire en soi, en tout cas dans la création. Je voulais te poser la question de la manière dont tu as écrit ces chansons. Donc on l'a compris, toute seule, dans un univers assez clos, mais comment tu écris en règle générale ? Est-ce que j'aime bien poser cette question aux écrivains, mais est-ce que tu as des habitudes d'écriture ? Alors, je m'en impose. Quand je suis avec le groupe, je m'impose des habitudes d'écriture, mais j'écris quand même beaucoup, tous les jours. Ok. Ça, c'est de manière instinctive. Tout est utile à l'écriture. Ce qui me fait aussi prendre recul sur la vie et la rendre viable, n'est-ce pas ? Enfin. Voilà. Je me dis, ça fera toujours une bonne punchline, quoi. Et donc ça m'aide quand même. Franchement, c'est vrai que c'est un processus qui m'aide beaucoup, donc je l'utilise. J'en abuse pas, je l'utilise. Je déteste rien faire, donc souvent je fais trop, et j'en fais trop. Je pense que... Alors, il y a 2 processus très distincts. Celui avec le groupe qui est collégial. Bah ouais. Donc ça dépend des moments, du moment et de l'énergie collective, parce qu'on est tributaires l'un de l'autre, ce qui est aussi merveilleux, parce que ça fait parfois des vortex vertueux.
Mais souvent, oui, ça démarre toujours piano-voix. Piano-voix avec une idée qui m'est passée par là et que voilà, Ouais. j'élargis. D'ailleurs, tu viens de prononcer le duo magique piano-voix. À la base, dans cette EP, tout était composé en piano-voix. Ouais. Pour quelle raison tu as décidé de les arranger différemment, ces chansons ? Parce qu'elles sont pudiques et qu'elles aiment bien être habillées. Enfin, tu avais très envie de les habiller. Voilà, parce que toute nue, déjà j'étais toute nue, j'avais envie quand même de mettre quelques voiles de production, déjà parce que ça élargit le champ de l'imaginaire, j'aime beaucoup imager, il y a beaucoup d'images mentales qui se créent avec le son et ça, j'aime beaucoup ce genre d'outils que permet la musique, c'est de transporter, donc j'essaie de donner cet environnement sonore pour que les gens puissent voyager, pour pas cher. Pour pas cher, peut-être même gratuit. Et donc oui, ça commence par piano-voix parce que c'est l'instrument. Moi, mon instrument, c'est la voix. Mon premier instrument, c'est la voix. Après, j'ai beaucoup de complexes parce que j'ai raté le conservatoire. Et donc du coup, le piano, pour moi, est un ami, mais un peu... c'est mon meilleur ennemi, quoi. Ouais, vous regardez un peu du coin de l'œil comme ça. Franchement, on a une bonne relation quand on est tous les deux. Ouais. Et quand il y a une représentation, il me fait énormément peur parce qu'il me respecte pas du tout. Okay. Et qu'il me fait faire beaucoup de fausses notes, n'est-ce pas ? Donc du coup, je suis... Mais le piano, il me permet de tout faire. Il me permet de donner la base rythmique, la basse, la mélodie et l'harmonie. Je pense que quand tu as un peu tout ça et que tu as une bonne idée et que la chanson passe, tu peux la capturer. Si tu es devant un piano, j'arrive à capturer l'émotion qui arrive. C'est un peu cliché de dire ça, mais il y a une forme de moment où je ne suis qu'un flux et que je capte ce flux-là. Tu as parlé d'impudeur. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as produit, enregistré, réalisé, joué tous les instruments de chacun des titres jusqu'à la pochette ? Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de ne pas faire intervenir quelqu'un parce que c'est trop pudique, ou alors c'était juste de produire toi-même un objet total, juste par défi avec toi-même ? C'est pas que du défi, c'est que je savais que je pouvais le faire. Et que personne... C'était un truc, ça te paraissait pas une montagne Non, parce que il y a quelque chose où je suis productrice aussi dans IFN. Et on l'est tous, et on a appris à grandir et à transformer une chanson jusqu'à ce que ça soit ce petit moment et le peaufiner pendant des mois pour que ça soit 3 minutes parfaites. Et on s'amuse énormément à le faire. Et là, je me voyais pas laisser ces chansons qui sont tellement le prolongement de moi à quelqu'un d'autre qu'elle est potentiellement... Ne pas aller au bout de cette vision complète. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, être artiste, c'est aussi ça, c'est de proposer une vision complète ou en tout cas une image que l'on a à un moment T d'une émotion ou d'un moment ou d'un instant ou de la vie politique, etc. Je pense que quand on a les capacités de le faire, il faut le faire parce que rien n'est plus personnel qu'une chanson et rien n'est plus personnel que de les arranger. On peut les habiller tellement différemment. Ouais, c'est clair. Et justement, qu'est-ce que la néo-variété, dont de toute évidence cet album ferait partie, de cette EP ferait partie J'aime bien ce terme parce que il y a tout ce que j'aime de la variété, sans être passéiste, mais des grandes mélodies qui ont traversé le temps et qui sont incroyables pour moi de la variété française. Et je suis pas nostalgique, mais il y a une forme d'envie d'aller là-dedans, dans cette émotion incontestable et pure. Donc la mélodie, c'était la base. Ensuite, les arrangés, je sens que je perds le fil des idées, mais c'est pas grave. Non, écoute, on est là pour ça. Non, mais je reviens sur la question précédente, parce que c'est vrai que quand je joue tous les instruments sur ces chansons, c'est pas une envie de se dire je peux le faire. C'est juste je vais le faire au mieux pour créer
quelque chose qui m'est propre, et de là découle ce que tu viens de dire, la néo-variété, qui peut sonner un petit peu pompeux, mais ça vient pas de moi, donc ça va. Un peu pour la définir, parce qu'on n'est pas tous au courant de ce que c'est, disons. C'est-à-dire que j'aime bien les mélanges, et qu'on parlait de fusion en tout début. Ouais. Pour moi, c'est la fusion de tout ce que j'aime de la variété, avec cette envie de production qui est singulière, que je pioche aussi pas mal des productions américaines, et de faire des allers-retours entre l'imagerie que ça peut proposer, les grosses basses qu'on trouve pas forcément derrière un Gainsbourg par exemple, mais m'amuser avec ça et proposer quelque chose, j'espère, de nouveau. Ouais, de moderne. Oui, comme une tante à Noël. Voilà, regarde ce châle, il est moderne. Bah voilà, c'est pareil. Bah, peut-être pas avec cette comparaison, mais dans l'idée. Est-ce qu'il y a eu des inspirations, des grands noms, des vignettes qui ont motivé ce projet, qui ont accompagné ce projet? Malgré moi. En fait, je ne connais pas du tout la variété française. Enfin, je ne connaissais pas du tout. Ah, c'est intéressant à savoir ça. Je ne connaissais pas du tout, et je me suis plongée dedans, et il y a eu des grands moments de waouh. Bien sûr, je connaissais parce que je suis française et que il y a une inconscience collective qui se crée, ce qui fait de nous un peuple, j'espère encore réuni pendant une nation unie, musicale. S'il vous plaît. Berger, Sanson, cette vague-là, France Gall, Gainsbourg, je pense que m'ont marqué même malgré moi. Et je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire dans les harmonies, dans cette volonté d'aller un petit peu plus loin que les 4 accords en boucle de la radio contemporaine, pour pas dire moderne. Alors cette EP, il se compose de 5 titres. Est-ce qu'il y a des chansons que tu as écrites, que tu as composées sans avoir envie de les rendre publiques? Toutes. Ok, et il y en a en plus? Spoiler, toutes. Mais alors, est-ce qu'il y en a peut-être 6, 7? En fait, là, il y a un album. Il y a un album? Ouais, il y a un album. Je suis pas censée le dire, mais c'est pas grave. Je vais le dire. Ah, il y a un album qui arrive? Oui, non, mais qui arrive, j'espère, selon le succès de cette EP. Dans l'absolu, il y avait. Dans l'absolu, il y a un album, mais en plus, je suis en train de composer des titres. C'est nouveau parce que je sais qu'ils vont sortir. Okay. Alors que ceux-là, j'étais persuadée que jamais ils ne sortiraient le pas de ma chambre. Ces 5-là? Ouais, les 5 là ne devaient pas, même tout l'album. Là, il y en a des nouvelles qui arrivent parce que, bien sûr, je ne suis que mutation. Je ne suis que chanson. Je ne suis que changement. Tous ces morceaux n'étaient pas voués à sortir. Et c'est le moment où je me dis, allez, je les mets en forme, que je me dis, bon, ils vont potentiellement sortir. Okay. C'est pour ça qu'ils n'ont pas une forme très... Je veux dire, Popcorn Salé, elle a 35 secondes d'intro, quoi. Et jamais... Enfin, jamais je me suis dit, je vais la couper, parce que de toute façon, déjà parce que je l'aurais pas fait, mais ensuite parce qu'il n'y avait pas de débat pour moi à forme de commercialisation ou de volonté de plaire. Donc les chansons sont telles qu'elles sont, un peu louches parfois, mais c'est ce qui m'a permis, je pense, le fait d'être seule dans la nuit, d'être un peu folle à ce moment-là, et vraiment dans un moment de liberté, un coup de pinceau un peu urgent, qui m'a permis de faire des chansons un petit peu différentes, je crois. Justement, tu viens de parler de Popcorn Salé. C'est un peu la vitrine numéro 1 de cette EP. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'elle a une place particulière? De toute évidence, oui, puisque c'est la vitrine. Oui, et puis... bon, déjà, la chanson me dépasse complètement parce qu'elle est beaucoup écoutée. Et ça, c'est... Malgré le fait qu'on se dise on s'en fout, c'est pas vrai. Et j'ai presque un peu l'impression que c'est ce genre de chanson, tu sais, qu'on connaît, mais on ne sait pas qui y a derrière. Oui, je suis sûr que vous qui nous écoutez, qui ne connaissez potentiellement pas Santa ni cette EP, vous avez peut-être déjà écouté la chanson. C'est possible. Enfin, ça me fait j'espère qu'elle me dépasse, et du reste, c'est le plus grand des compliments. Même qu'on ne me connaisse pas, c'est pas grave. Moi, je suis une fois. Après, c'est l'ego qu'on dompte en permanence, ce qui fait qu'on a envie de répondre à ce podcast. Bien sûr, mais tu vois, qui n'a pas envie de répondre à ce podcast? Mais oui, Popcorn Salé vraiment est une chanson qui a été écrite d'un trait, et qui est le début de toute l'aventure, parce que c'est la première où je suis au piano un peu tremblante dans mon salon, et il y a Adam et Line, et je leur dis écoutez, n'écoutez pas, parlez entre vous.
je veux jouer quelque chose. Oui, d'accord, pas de souci. Et je joue quelque chose de manière, mais je tremble. Il faut savoir que je tremble beaucoup. Et quand on parlait des premiers émois, il y a aussi les premiers tremblements. Alors, c'est somme toute charmant, mais pour celui qui le subit, il y a quand même quelque chose de vraiment très physique. Les premiers concerts, là, moi, j'expérimente un trac qui est franchement... qui est vraiment, vraiment violent. Et désagréable. Et franchement désagréable. Jusqu'au moment du lâcher-prise sur scène où, ça y est, je reprends un petit peu. C'est une aventure différente d'être seule et d'être en français sans... Il y a quelque chose de très intime, d'être au piano-voix devant les gens. La scène, t'en prends pas position de la même manière non plus, j'imagine. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Mais rigolo, parce que je découvre des facettes de moi que je ne connaissais pas du tout. Tous ces tremblements font résonner des nouvelles parties de mon corps. Mais je ne savais pas qu'on pouvait trembler même du genou, par exemple. Ouais. Tu vois, ou du métatarse. Voilà. Je ne savais pas. Voilà. Ça aurait au moins eu le mérite de te faire prendre conscience de ton corps. Mais donc je suis au piano et je leur dis, bon, j'ai une chanson, elle n'est pas pour Eiffen. Et ils me disent, pour qui? Et je dis, je sais pas, pour l'instant, elle est là. Et je la joue, et il se passe ce moment où ils me disent, après, bien sûr, le silence qui fait qu'une chanson est bien évaluée. C'est le temps de silence après, tu sais, à la fin d'un concert, on voit le temps de silence derrière les chansons. Ça, c'est l'impact émotionnel. Et ils me disent, il faut absolument trouver un moyen d'aller plus loin. Il y en avait bien sûr d'autres, mais je sais que ça a commencé par Popcorn Salé. Et le basculement qui fait il faut que tu l'incarnes, c'est au moment sur ce piano, je m'en souviens très bien. Et ça démarre de là. Et donc tout naturellement, ça a démarré par cette chanson aussi. Ce projet a démarré par cette chanson. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Où va le temps qui s'en va. Alors, de ce que j'en ai interprété, compris, c'est Proust. un peu... Hein un petit Proust. Un peu, en vrai. Un petit Proust et ça repart. C'est aussi la force de la musique, c'est que parfois les paroles, on les comprend pas tous de la même manière. Et moi, j'ai un peu vu une espèce d'une certaine idée de la nostalgie, quand tu dis « je chante pour ceux qui restent, pour la mémoire perdue ». Et alors déjà, je me demandais, est-ce que c'est ça? Et de deux, je me suis dit quel rapport tu entretenais avec ce concept qui, j'ai l'impression, est assez directement lié à, je sais pas... À moi. Allez, à toi. Allez, soyons dans le trop. Alors oui, c'est un mot qui me fait très peur, la nostalgie. Et en même temps, j'aime bien m'amuser avec, parce que si je m'amuse pas avec, je sombre. Ok. Où va le temps qui s'en va? Oui, je chante pour ceux qui restent. Oui, parce que bon, j'aimerais que les chansons y résonnent, mais j'espère qu'elles résonnent d'abord dans cette vie. Et oui, c'est ma préférée. D'ailleurs, c'est drôle que t'en parles. C'est une chanson qui se veut un petit peu moins. On est plus. J'aime pas la nostalgie, mais oui, il y a une forme de nostalgie dans cette chanson, puisque j'ai essayé de la poser sans être tu peux dramatique. Me dire non, hein, Non, mais c'est bien sûr qu'elle est là, la nostalgie, mais c'est un moment suspendu au milieu du chaos. Popcorn, par exemple, c'est un moment d'amour. Je pense que c'est le dernier sentiment qui nous reste pour sauver ce que l'on peut sauver. C'est l'amour. Bon, dans Où va le temps qui s'en va, ce sont les souvenirs qui font que c'est un bien collectif qui peut faire que ces peines n'ont pas été vécues pour rien. Et je pense que cette chanson, elle vient de là. Où va le temps qui s'en va? C'est une question, bien sûr, à vie, et en même temps qui suspend le temps. L'EP, je l'ai dit dans l'intro, s'appelle 999. Pourquoi? Mais parce qu'on joue, on s'amuse, parce que Santa 999, Satan 666, voilà, j'ai choisi le bon côté. J'aime bien être dans les paradoxes et jouer avec cette dichotomie qu'on a tous en nous, du bien et du mal. Bon, j'essaie, dans Où va le temps qui s'en va, j'essaie de me souvenir, et dans cette EP, j'essaie de réunir tous ces souvenirs et d'en faire quelque chose de beau. Donc 999, c'est pencher du bon côté.
Et c'est sorti le 9 septembre, par ailleurs. Oh, bah ça c'est marketing, n'est-ce pas? C'est marketing, mais ça marche. Alors j'aime bien aussi, un peu vers la fin de l'entretien, parler un peu de ce que j'aime, de l'atelier, des origines, de la création, Ouais. des gens que je reçois. Alors à la base, je suis un peu renseigné, évidemment, je dis pas ça comme ça. Tu devais faire du sport, du Oui. tennis, du judo, et puis la musique, elle est arrivée. Je sais que tes parents, ils écoutaient de la musique, Ouais. ta mère était chanteuse, mais comment est arrivée la musique de manière très concrète dans ta vie? Très concrètement, je fais beaucoup de sport, mais il y a quand même beaucoup de musique à la maison. Ouais. Je commence à être quand même pas mal en sport. Donc il se peut, ouais, Qui à gagner. Ouais. Et à créer aussi en moi cette envie de tout défoncer. Et, Qui est super. mais déjà, il se pose la question un peu éthique parce que je sens que si je me mets à fond dans le sport, je vais passer à côté de quand même pas mal de niveaux de vie différents. C'est-à-dire que se consacrer au physique je le vois, mais c'est que prioriser le temps m'empêche beaucoup de lecture et de voyage intérieur. Donc, je commence à avoir déjà quelques doutes et j'ai quand même un tennis elbow, enfin, si je dois résumer, un peu violent, qui un peu brise tout le rêve. Ok. Donc, vu qu'il y a un piano à la maison, je commence comme ça à faire un peu drama queen, la BO de ma vie. Et c'est quel genre que tu joues au piano, avec ce piano? C'est beaucoup d'impro. Je commence à avoir une professeure, mais on se voit comme ça, sans... En fait, j'ai quand même un rapport à l'éducation qui est un peu louche, parce que j'ai jamais vraiment été à l'école. J'ai eu tous mes diplômes, tout ça, mais j'avais pas un cursus classique. Donc quand j'allais voir la prof de piano, je jouais mes compos, en même temps que d'apprendre du Bach ou du Debussy, que j'adore, qu'on embrasse. Et qu'on embrasse aussi, et qu'on salue. Et donc je commence à apprendre cet instrument et à faire résonner autre chose que mes muscles. Et ta culture musicale, est-ce que tu as eu des guides, des gens qui te l'ont Oui, construite? mais ça c'est clairement, ce sont mes parents. Il y a toujours eu de la musique à la maison. C'était beaucoup de blues américain, B.B. King, après Nina Simone et beaucoup de musique afro-américaine, blues. Et ça, c'est encore ta culture aujourd'hui? Bah, ça fait partie de moi. C'est clair. Après, il y a eu quand même une grosse partie Dire Straits, rock. Ça allait beaucoup plus dans les America, Fleetwood Mac, et c'était plus chill, Rolling Stones. Donc ça, c'était pour la partie plus rock'n'roll. Que du reste, j'ai vécu de manière très rock'n'roll. Quelle image tu as aujourd'hui du paysage de la musique contemporaine française? À quoi ça ressemble pour toi aujourd'hui? Ça ressemble à pas grand-chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que si je vais être franche, je n'écoute pas de musique actuelle. Okay. Ou très peu. Je m'y retrouve pas, je retrouve pas... Bien sûr, et je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais je ne m'y retrouve pas. Je trouve pas les grandes mélodies. Il y a rien qui résonne en moi, il y a rien qui fait qu'une mélodie va me transpercer, ou c'est très rare. J'avais ça au lycée, on était fan de groupes New Wave, même des UK avec le groupe, et c'est ce qui nous a motivés à faire de la musique et à se dire on peut remplir des stades et transformer notre côté punk en quelque chose de musical. Ouais. Là, avec ce projet en français, c'est presque... j'ai pas de connivence particulière avec la musique contemporaine. Mais c'est pas un jugement même péjoratif, c'est juste que ça ne résonne pas en moi. Okay. Mais je m'emmerde, clairement, ouais. À écouter ce qui est en train de se passer. Il y a une espèce de... Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que... Il y a le chaos autour de nous. Et j'ai toujours cru que la musique faisait que ça pouvait aller mieux. Et moi, quand j'entends de la musique, je comprends le chaos.
Et j'aurais bien eu envie d'arrêter là, mais est-ce que ça veut dire que tu n'écoutes que ce qui se faisait avant? La réponse est, j'imagine, un peu oui. Oui, après j'écoute tout ce qui se passe quand même. Ouais. Est-ce que ce serait pas une certaine idée de la nostalgie? Oui, mais j'en suis pas nostalgique parce que j'ai envie qu'il y ait ce néo. J'ai envie qu'il y ait ce renouvellement. Et la preuve en est, j'espère, mais après là pour le coup ça devient prétention si oui, on pense l'incarner. cas, mais pourquoi j'ai envie de faire quelque chose de nouveau et parce que je m'ennuie. Clairement, je m'ennuie et j'ai pas envie que, même si c'est la fin du monde, je veux que la musique soit bonne. Ok, ce qui est pas mal déjà, comme volonté. Et je vais te poser la dernière question que je pose à toutes mes invitées et à tous mes invités. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? C'est super compliqué comme question parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien. Ouais. Mais pas, au moins pas de musique. Mais au moins pas de musique. Non, mais il y a des choses très bien en musique aussi, mais c'est pas... Alors, non, tu sais quoi, je vais pas dire de coup de cœur parce que c'est trop compliqué pour mon cerveau de faire ça. Je comprends. Je vais te dire les 3 bouquins que j'ai relus cet été. Ouais, bah et qui sont bien. Ça peut s'apparenter à des coups de cœur. Même, oui, c'est vrai. Le bal des folles. Victoria Mass chez Albin Michel. On adore. Alors, ne pas lire, mais je l'ai lu cet été pour vous. J'ai détesté pour vous. Mais génial, mais trop long. Le fléau de Stephen King. Surtout ne pas lire entre 2 vagues de Covid. Et ça pourrait nuire à... Et ne surtout pas acheter celle que je suis en train de lire, la version augmentée en vert fluo. Vraiment, je vous le dis, vous allez, c'est long. J'ai même pas fini. Je suis en train de le finir. C'est un vrai coup de cœur. C'est un vrai conseil. Mais c'est un vrai bon bouquin qui résonne particulièrement parce que Covid, fin du monde, tout le monde réagit de la même manière dans l'égoïsme et aussi une part d'espoir, mais ça, je vous laisse les 800 dernières pages. Ah oui, et la dernière sortie que j'ai faite, c'est au cabaret Madame Arthur. Et j'ai adoré. C'était la nouvelle scène française et c'était tourné et twisté avec beaucoup d'ironie, ce que j'ai grandement apprécié. Okay. Et en plus, ils m'ont fait un petit clin d'œil en chantant Popcorn Salé, donc je les embrasse. On les embrasse, décidément. Merci beaucoup, Santa. Yes. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.